Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialiste où je vais vous parler de quelque chose de très ancien. De tellement ancien que ça a quasiment l'âge de l'univers. Et on baigne dedans. C'est le fond diffus cosmologique. Derrière ces trois mots un peu barbares se cache quelque chose de tout à fait fascinant. C'est l'univers quand il était bébé. Et c'est ma première info. Oui, cette image, qui à première vue ressemble à un œuf de Pâques décoré sous acide, c'est la première photo de l'univers nouveau-né. Il n'était âgé que de 380 000 ans, alors qu'il en a aujourd'hui 13,8 milliards. Vous avez bien entendu, ce que vous voyez là, c'est tout l'univers. Évidemment, il n'a pas vraiment cette forme, tout comme un planisphère n'est pas une représentation exacte de la Terre. C'est la représentation d'une sphère sur une surface plane, d'où planisphère. Sauf que dans le cas présent, nous ne sommes pas à la surface, mais à l'intérieur de la sphère observable en question. Dans tous les cas, que voit-on ? Eh bien, on voit exactement le moment où les particules de lumière ont pu, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, se propager dans l'espace-temps. Pour comprendre, il faut se souvenir qu'avant ça, le cosmos était passé par différentes étapes notables, et celle qui précède cette image était la nucléosynthèse primordiale. La nucléosynthèse primordiale, c'est ce moment où la température de l'univers est propice à la fusion nucléaire. Les protons et les neutrons fusionnent pour former les tout premiers noyaux d'atomes. Cette étape dure un gros quart d'heure et se termine lorsque l'univers est âgé d'environ 20 minutes. Et puis, entre 20 minutes et 380 000 ans, il ne se passe plus grand-chose à part que l'univers continue à s'expandre et donc à se refroidir. Pendant ce temps-là, il est rempli de matière électriquement chargée, avec notamment les électrons qui circulent librement. Or, les photons, les particules de lumière, sont sensibles à la force électromagnétique. Ils sont donc systématiquement en train d'interagir avec, comme s'ils en étaient prisonniers. En gros, ils rebondissent sur eux sans pouvoir se mouvoir librement. Et à 380 000 ans, la température baisse jusqu'à environ 2700 degrés Celsius, et les électrons n'ont plus assez d'énergie pour échapper aux protons et aux noyaux d'atomes déjà formés. Ils s'y associent, ça forme les premiers atomes, et la matière devient électriquement neutre. Du coup, les photons sont libérés. La matière n'est plus un piège pour eux, ils peuvent donc circuler librement à leur tour. Allez hop, y a rien à voir. Ou plutôt, il y a désormais tout à voir. Puisque les photons échappent à la soupe de particules électriquement chargées, ils se propagent dans l'espace-temps dans toutes les directions, jusqu'à nous et à nos instruments. Et hop, on a la toute première image électromagnétiquement possible de tout l'univers. En gros, ce qu'on capte, ce sont les plus vieux photons qui existent. Ou les plus jeunes, selon. Enfin, de toute façon, vu qu'ils vont par définition à la vitesse de la lumière, pour eux, le temps n'existe pas, donc jeunes ou vieux, ça n'a absolument aucun sens de leur point de vue. Dans tous les cas, cette image est fascinante. Mais elle n'a pas toujours été aussi précise, cette carte, et c'est ma deuxième info. Cette image que vous voyez, on la doit à l'Observatoire spatial européen Planck, et c'est la dernière en date, donc évidemment la plus précise. Une première version a été rendue publique en mars 2013. C'était quelques mois avant la fin de la mission du satellite, après 4 ans dans l'espace, et depuis, les données ont été affinées pour arriver à ce résultat. En fait, il s'agit d'une sorte de carte météo, puisque les couleurs représentent les fluctuations de température de l'univers, ce qu'on appelle les anisotropies. Sauf qu'ici, la différence entre les points les plus chauds et les points les plus froids ne sont pas de l'ordre de quelques degrés Celsius, mais de quelques fractions de Kelvin. En effet, le fond diffus cosmologique se situe autour de 2,7 Kelvin, soit environ moins 271 degrés Celsius, ce qui fait seulement 2 degrés Celsius au-dessus du zéro absolu. Et la différence entre les couleurs se joue à plusieurs chiffres après la virgule. Autant vous dire que c'est extrêmement subtil. Mais avant d'accéder à ce degré de précision avec Planck, 2 satellites américains avaient été lancés pour observer ce fond diffus cosmologique. Le premier, c'était COBE, dont la mission s'est étalée entre 1989 et 1993, et la toute première image de la première lumière émise dans l'univers ressemblait à ça. Certes, elle nous paraît peu précise aujourd'hui, mais c'était une publication historique à l'époque, qui a d'ailleurs valu un prix Nobel à George Smoot et John Matter, les responsables des principaux instruments du satellite, pour leur découverte de la nature de corps noirs et des fameuses anisotropies du fond diffus cosmologique. Après COBE, c'est le satellite WMAP qui a été lancé et dont la mission a duré entre 2001 et 2010, et dont la carte la plus précise est celle-ci, parue en 2012. Comme vous pouvez le constater, elle est déjà vachement plus précise que celle de la mission précédente et permet déjà d'apporter des réponses chiffrées à des questions scientifiques fondamentales, qui seront plus tard validées et affinées par les données de Planck. Pour donner quelques exemples, on peut dire que l'univers est âgé de 13,8 milliards d'années, que la constante de Hubble, qui mesure sa vitesse d'expansion,
a été mesuré à environ 67 km par seconde par mégaparsec et que le contenu de l'univers est distribué entre 4,9% de matière ordinaire, 26,8% de matière noire et 69,3% d'énergie noire. Bien évidemment, les données du satellite accumulées pendant des années apportent des informations beaucoup plus multiples. Et c'est ma troisième info. Une des principales caractéristiques du fond diffus cosmologique, figurez-vous, c'est qu'il ressemble à s'y méprendre à un corps noir parfait. Un corps noir, c'est un concept, une sorte d'objet physique idéal qui absorberait toute l'énergie électromagnétique reçue sans la renvoyer. En revanche, puisqu'il reçoit de l'énergie, il chauffe et donc il émet un rayonnement. C'est un concept qui est parfaitement bien maîtrisé et même si certains objets dans l'univers s'en rapprochent, les étoiles par exemple, même si c'est contre-intuitif, ou tout simplement un four, un corps noir parfait n'existe pas. Sauf peut-être le fond diffus cosmologique. Dès les premières mesures, celles du satellite Kobe, les scientifiques se rendent compte que le rayonnement émis par le fond diffus cosmologique est quasi semblable au rayonnement qu'émettrait un corps noir parfait de la même température, à savoir 2,7 Kelvin. Il y en a donc pour le qualifier de plus beau corps noir de l'univers. Et non de plus corbeau noir de l'univers, ce qui ne voudrait environ rien dire. Mais puisqu'on parle de volatiles, c'est la transition la plus foireuse de toute l'histoire de Spatialiste, mais c'est pour vous amener vers ma quatrième info. Sachez donc, pour votre gouverne, que la découverte du fond diffus cosmologique a été faite par Penzias et Wilson, deux scientifiques américains qui n'en avaient jamais entendu parler. Encore un exemple de sérendipité avec un prix Nobel à la clé. Et cette découverte implique une histoire de pigeons. En fait, on est au début des années 60 et ils veulent mesurer la puissance des signaux radio du ciel, parce qu'on est au début des satellites et que c'est une information qui pouvait avoir son importance pour pouvoir communiquer avec eux. Donc, avec une antenne qui ressemble à un gros porte-voix, ils commencent à faire des mesures, mais bon, je vous la fais courte, quelle que soit la direction ou le moment de la journée, il y a toujours un bruit de fond parasite qui les gêne. Pendant des mois, ils essayent de trouver d'où vient le problème, mais sans succès. Au bout d'un moment, ils sont tellement désespérés de ne pas trouver la solution qu'ils se demandent si ce n'est pas les fientes du couple de pigeons qui a fait son nid dans l'antenne qui seraient responsables des interférences. Donc, ils chassent les pigeons, ils nettoient eux-mêmes les fientes, mais le bruit est toujours là. Un peu plus tard, ils apprennent en discutant avec des scientifiques du coin que ce qu'ils détectent, c'est le fond diffus cosmologique. Donc une preuve du Big Bang qui n'était jusque-là qu'une théorie pas très en vogue. Et boum, prix Nobel en 78. Comme quoi, hein. Tu m'étonnes qu'ils pouvaient pas l'enlever, ce bruit de fond. Mais le fond diffus cosmologique n'a pas seulement aidé à apporter des éléments tangibles en faveur du Big Bang, il a aussi permis de rendre très solide une autre théorie, et c'est ma cinquième info. Depuis sa découverte et les différentes mesures qu'on a pu en faire, le fond diffus cosmologique a pu permettre d'avancer dans la compréhension des premières fractions de seconde de l'univers. Comme on a pu le voir, la température mesurée est la même partout à quelques fractions de Kelvin près. C'est beaucoup trop homogène de part et d'autre du cosmos pour que ce ne soit dû qu'au pur hasard. Il faut obligatoirement que les différentes zones de l'univers se soient échangées de l'information. Or, difficile de concevoir comment, à partir du moment où la vitesse maximale autorisée par les lois de la physique ne peut pas expliquer un tel phénomène. C'est là que la théorie de l'inflation entre en jeu. Elle écrit que très tôt dans l'histoire de l'univers, de 10 puissance moins 35 à 10 puissance moins 32 secondes, son volume augmente d'un facteur 10 puissance 60. Avant cette inflation cosmique, il était tellement petit que toutes les régions de l'univers pouvaient communiquer entre elles, ce qui explique la raison pour laquelle 380 000 ans plus tard, sa température est aussi homogène. Mais si l'inflation est une théorie solide, parce que corroborée par des données et des observations relevées depuis des années, il reste encore plein de questions, notamment sur son moteur. Et ça, le fond diffus cosmologique ne semble pas pouvoir donner de réponse. En revanche, elle fait partie du modèle cosmologique standard qui décrit l'histoire de l'univers et son contenu, et qui a été corroboré avec une précision inégalée grâce aux données du satellite Planck. Cette carte est donc une véritable mine d'or d'informations sur l'univers en tant qu'objet physique. Si vous voulez en savoir plus sur son histoire, le détail des étapes, ce qu'il contient et ce qui nous reste encore à découvrir, je vous conseille mon dernier livre dans lequel je décris tout ça, et en plus, il est préfacé par Hubert Reeves. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche. Je vous conseille aussi de vous abonner au compte Instagram de String Theory pour des contenus scientifiques et fun tous les jours. À très vite.